Bonjour, vous écoutez le podcast Il était 4 fois l'entrée des coulisses, produit par l'association La Danse des mots, Théâtre et Compagnie. Si vous désirez découvrir ce qui se passe derrière le rideau d'une scène de spectacle et écouter des artistes raconter leurs secrets, vous êtes au bon endroit. Ce podcast donne la parole à des artistes de théâtre, bien sûr, de musique, de danse, d'art en tout genre, au gré des opportunités. Je suis Isabelle S. de la compagnie La Danse des mots et je serai votre guide dans les coulisses. Ravie de vous retrouver pour l'épisode 2 de cette deuxième saison. Un épisode axé musique et esprit rock. La première porte des coulisses s'ouvre sur une petite réflexion autour de l'utilisation de la musique au théâtre. L'occasion aussi de vous raconter comment nous avons réalisé la bande-son de la pièce fondatrice de notre compagnie, Spirale. Derrière la deuxième porte, nous découvrirons Atala Némé, un musicien sensible, profondément humain par ses fêlures et rock, résolument rock. Pour la troisième porte des coulisses, je laisserai le micro à Marion Lornier, fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Dans cette nouvelle rubrique, Marion vous dévoile tout ou presque sur les côtés méconnus ou insolites du théâtre. Et aujourd'hui, nous découvrirons grâce à elle le rocker Georges Feydeau. Oui, rocker, Feydeau. Il faut vraiment que vous écoutiez de ça. Bon allez, vous connaissez le programme. Allez-y, en coulisses. À chaque nouvelle création de spectacle, le metteur en scène se retrouve face à plusieurs problèmes qu'il faut bien résoudre. La distribution des rôles, les costumes, les décors, les accessoires et la musique. Ah oui, la musique, là, il y a plein de questions qui se posent. Déjà, est-ce qu'il faut utiliser ou pas de la musique dans ce spectacle théâtral? Et si on en utilise, pourquoi faire? À quel moment doit-elle intervenir? Est-ce qu'il faut une musique enregistrée? Est-ce qu'il est préférable d'avoir des musiciens en chair et en os sur la scène? Vous voyez, il y a un tas de questions qui se posent par rapport à l'utilisation de la musique au théâtre et je ne vous parle même pas des questions administratives, des déclarations à la SACEM. On en fera peut-être un prochain épisode avec un ou une invitée. Alors, on peut peut-être trouver des pistes de réflexion du côté du dramaturge Anton Tchekhov. Anton Tchekhov disait « Il faut que ces musiques ne servent pas gratuitement et naïvement le texte ». Ça me semble assez clair. Et il disait aussi que ces musiques n'avaient pas pour effet de provoquer dans la réalisation scénique une sorte de surenchère technique vers toujours plus de vérité, donc de fausse vérité. Bon, ça pose un peu les bases. Du coup, à quoi sert la musique au théâtre ? Eh bien, elle reflète, elle souligne ou au contraire, elle s'oppose à l'intrigue théâtrale. Elle peut servir d'illustration pour annoncer l'entrée d'un personnage, pour suggérer le temps qui passe, pour faire exister des lieux. Ça peut être tout simplement une bande-son sonore comme des chants d'oiseaux, le brouhaha d'une ville, etc. Elle peut servir d'illustration pour renforcer une émotion. Par exemple, dans La Mouette de Anton Tchekhov, la valse de Chopin n'a de sens que parce qu'elle évoque la tristesse d'un personnage et sa mort prochaine. La musique peut aussi s'imposer comme un véritable personnage. Je pense tout particulièrement au chœur, comme dans le théâtre antique. Chœur, c'est H-O-E-U-R. Et puis, si on y pense un peu, la musique, c'est du rythme. Et le rythme, la musicalité, peut très bien se retrouver dans le texte, dans le rythme d'une phrase. On peut la marquer, on peut la précipiter, on peut la scander, on peut la suspendre. On peut retrouver ce rythme dans un dialogue, dans un échange verbal plus ou moins rapide, plus ou moins scandé.
Ça peut être aussi dans l'étirement des silences. Il y a plein d'utilisations possibles de la musique au théâtre. Pour poursuivre toute cette mini-réflexion autour de l'utilisation de la musique au théâtre, j'aimerais vous citer Guy Freixe, comédien et metteur en scène. Il dit « Quant à l'acteur lui-même, s'il doit rester à l'écoute de sa musique intérieure, celle du battement de son cœur, il peut être propulsé par la musique de scène dans un imaginaire qui renforce et nourrit son jeu. » Voilà. C'est vrai que ça peut être très intéressant aussi pour les comédiens de répéter le plus souvent avec la musique pour s'imprégner des sentiments, des émotions. Et d'ailleurs, cela m'amène aussi à vous citer Étienne Decroux. Étienne Decroux donc dispensait à l'école du Vieux-Colombier des cours de musique corporelle. C'était des sortes de pantomimes qui se pratiquaient en silence et qui permettaient alors à l'acteur de découvrir la force de l'immobilité, l'articulation d'une phrase gestuelle, la valeur du ralenti, la valeur du fondu, du mouvement explosif, et le corps était perçu comme un clavier musical, oui, un clavier musical, et l'acteur devait apprendre à jouer de cette musique. C'est intéressant, je trouve. Les notes que vous entendez sont les notes de l'une des musiques de la pièce Spirale. C'est l'un des 5 morceaux qui ont été composés par Bruno Daubigny, musicien, guitariste. J'ai rencontré Bruno lorsque je faisais partie d'une association d'accompagnement aux musiciens. Nous faisions tous les deux partie du conseil d'administration. À cette époque, je venais enfin de mettre un point final aux multiples moutures du texte et moi je voulais de la musique absolument. Et faisant partie de cette association de musiciens, je me disais que parmi eux, j'allais quand même bien trouver quelqu'un pour me composer une musique originale. Et Bruno a lu la pièce, il a aimé et donc il a accepté de composer la musique. Nous avons beaucoup parlé des personnages, de la pièce en elle-même, et il a tout à fait capté les émotions et l'ambiance de cette pièce et du texte. Il a donc composé 5 musiques qui ont été utilisées de manière très précise. Alors déjà, Bruno a travaillé sur cette petite rythmique-là, qui tourne en rond, qui est redondante et qui traduit très bien la thématique de répétition, de boucle, de cercle qui construit toute la pièce. Et puis il y a eu une musique pour chaque personnage, puisque chaque personnage interprétait un solo gestuel ou dansé. Celui que vous entendez actuellement est la musique du solo du personnage Morgan. Voilà, et vous avez ici un tout petit extrait du solo du personnage de Léa. Très beau. Voilà, et pour terminer, la musique du dernier solo, celui du personnage de Lise. Je trouve vraiment que Bruno a fait un travail formidable parce que la musique de Spirale nous a vraiment enveloppés pendant les répétitions. Elle nous a enveloppés, nous et le public, pendant les représentations. Elle a vraiment joué un rôle d'amplificateur d'émotions et d'accompagnement et des personnages et de l'intrigue. Et elle est vraiment indissociable de cette pièce.
Si vous voulez écouter toutes les musiques en entier, avec les personnages et avec l'intrigue, vous pouvez retrouver la pièce Spirale en entier, en 3 parties, sur la chaîne YouTube de la compagnie La Danse des Mots. Si vous tapez dans YouTube Compagnie La Danse des Mots Spirale avec un S à la fin, vous devriez la trouver. Restons dans la musique et ouvrons la deuxième porte des coulisses sur le musicien, compositeur, interprète Atala Némé. Il est sensible, révolté, touchant, un rocker au cœur tendre. Allez, partons le rencontrer. Quand tu veux. Je suis Atala Némé, je suis auteur, compositeur, chanteur dans un style rock français. Ce que l'on remarque tout de suite en consultant ton site par exemple, et l'une des interviews en ligne qui s'appelle « Allez, je vous dis tout », ce que l'on remarque tout de suite, c'est que tu es très transparent sur ton parcours de vie, ta famille, tes addictions, tes combats. Tu te livres, tu dis beaucoup de choses et on te reçoit. Chacun avec sa sensibilité, peut-être même en s'identifiant à certaines parties de ton parcours. Est-ce que c'était une évidence pour toi, en tant qu'artiste, d'être aussi cash, d'être aussi nu? Une évidence, j'en sais rien. Un besoin, ça c'est indéniable. Enfin, mais ce que moi j'ai commencé à écrire enfant parce que j'étais dans une secte, chez les témoins de Jéhovah. Du coup, j'écrivais parce que c'était ma seule façon de parler. Par la suite, c'est quelque chose qui est évidemment resté. Donc c'est quelque chose qui est juste normal. C'est d'une impudeur sans nom. Mais alors, je ne vois pas comment le dire autrement, tu vois. Et je vois pas non plus comment garder ça en moi. Et puis j'ai pas envie. J'ai découvert ce moyen de m'exprimer qui me convient, qui me grandit, qui me fait du bien, qui fait que je me sens vivant et en tout cas beaucoup moins mal qu'à une certaine période. Tu fais que balancer dans un micro, sur des papiers, tu fais balancer ce que tu as raté, ce que tu regrettes. Et dans ce cas de figure, si tu fais ça à moitié, c'est juste complètement nul. Voilà, tu fais ça à moitié et c'est complètement nul. C'est génial. Là, t'as tout perdu, c'est bien. Tu décides de faire vraiment ton analyse par le biais de l'écriture, par le biais de la musique, c'est pour être autre chose. Bah, tu l'as fait vraiment. On est les personnes à qui on ment le plus. J'essaye au prix d'un effort, parce que ça coûte quand même. C'est pas toujours simple. J'essaye, puis je pense que, sans prétention, je pense que j'y arrive à être vraiment en négociation avec moi-même. Donc c'est une évidence de faire ça. Le jour où tu seras plus transparent, bah, tu fais autre chose. Oui, d'accord. Donc tu avais besoin de poser tout de suite les choses, d'annoncer clairement qui tu étais, ce que tu avais traversé, parce qu'en fait, c'est aussi peut-être à cause de ça que tu écris, que tu composes. Clairement. Clairement, c'est une libération. Et puis après j'ai découvert le rock quand j'avais 15 ans. Alors le rock, c'est quelque chose, ça pourrait être autre chose. Là, c'était le rock, c'est quelque chose de tellement marqué, tellement fort, t'as besoin d'un peu de marqué quand t'es ado. Et quand tu viens d'une secte où tout est lissé, où tu ne peux pas dire quoi que ce soit parce que tu es jugé tout le temps, t'as besoin de lâcher complètement prise à côté. Et donc après tu découvres des trucs des groupes de punk, etc. où tu te dis ah putain, il y a cette liberté-là qui est possible. Et d'ailleurs, la seule liberté, c'est l'honnêteté. Quand tu es honnête envers toi-même, c'est libre. Donc, c'est évidemment parce que je suis de là que j'ai eu besoin de lâcher. Puis il y avait aussi, quand tu écris quand tu écris dans un esprit rock, il y a aussi une notion de colère, d'envoyer. J'ai toujours besoin de cette énergie, quoi. Ton art est thérapeutique pour toi? Absolument, complètement. Du début à la fin, je suis comme une psy. Est-ce que thérapeutique dans quel sens? C'est-à-dire qu'au départ,
il est là pour exprimer, pour guérir certainement. Est-ce qu'ensuite tu retravailles ça pour que ce soit un peu moins brut, ou au contraire, tu veux que ce soit brut? Alors au contraire. Au contraire, au début, je travaillais parce qu'en fait, tu n'oses pas. Voilà. Il y a des titres, même du nouvel album, comme Blasphème, etc. L'air de rien, faut envoyer le truc en se foutant du politiquement correct. Oui. Et au début, tu n'oses pas. T'as peur du jugement des autres. En fait, là où, à mon sens, tu deviens vraiment, alors artiste, je sais pas, j'aime pas le mot, je trouve que ça ne veut pas dire grand chose, ça veut tout dire et rien dire. Mais en tout cas, tu deviens entier à partir du moment où tu te fous de ce que les autres pensent et tu te fais vraiment plaisir, honnêtement plaisir. Mais le primordial, c'est d'être en adéquation avec ce que tu ressens. Et parfois, il faut juste un peu d'introspection et tu sais que tu pouvais aller plus loin. Mais alors, ce plus loin, il est douloureux. C'est pour ça que c'est thérapeutique. Oui. Un psy, quoi. Mais oui, mais alors si tu y vas pas, tu ne guéris pas. Alors tu y vas, puis alors quand vraiment tu as touché le truc, de toute façon tu le sais. Plus tu le fais, plus tu deviens honnête envers toi-même, plus tu as envie de le faire, donc ça devient une façon vraiment de... Au-delà d'écrire, ça devient une façon de vivre. Mm-hmm. Et du coup, est-ce que ça t'a fait du bien? Est-ce que tu te sens mieux? Largement. Largement. Je me sens vivant, je me sens même heureux, je me sens respirer. Ouais, mais je me sens revenu parmi les morts. J'ai envie de te poser une question. En fait, j'ai noté une phrase que tu avais dite ou écrite, je ne sais pas quand exactement, mais cette phrase dit: c'est lorsque l'on a trop de douleur en nous que l'on écrit. Et là, moi, je me reconnais bien dans cette phrase parce que moi aussi, j'écris et souvent, je trempe ma plume un peu dans mes côtés sombres. Est-ce que cette phrase, aujourd'hui, pour toi, elle est toujours vraie? Est-ce que de tes douleurs, de tes débuts que j'ai vu émerger, jusqu'à l'artiste, le musicien que tu es aujourd'hui et les textes que tu écris aujourd'hui, est-ce que c'est toujours la douleur qui dicte ton écriture? Indéniablement, oui. Oui. Peut-être que ça changera à un moment donné, va savoir, tout est possible. Pour l'instant, clairement, oui. Et j'arriverai peut-être, je n'essaye pas, ça vient si ça vient, quoi. Tu vois, peut-être écrire des trucs un peu plus clairs, plus lumineux. Là, j'ai encore besoin de rentrer dedans. Mais plus je rentre dedans, mieux je me sens parce que, encore une fois, c'est une question de thérapie. Il y a des choses parfois que je ne vois pas quand je les écris. Dans ta tête, les choses vont tellement vite. Tellement de choses. Ça s'imbrique, ça se tamponne, c'est 200 bonus que ça dans la tronche. Quand tu écris, tu graves les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que parfois même tu te découvres. Et tu dis c'est dingue. Écrire du beau, je trouve ça juste, pour ma part, je trouve ça nul. Ça me parle pas, ça parle pas. Après, tu peux faire du très beau, même du magnifique, dans la douleur. Si quelqu'un me dit, par exemple, que Ne me quitte pas, c'est une belle chanson, moi, à mon échelle, en tout cas, je répondrais qu'il n'a pas compris cette chanson. Donc non, elle n'est pas belle, elle est vraie, elle est torturée, c'est quelqu'un qui a les tripes ouvertes, qui a les tripes à l'air, c'est vrai. Voilà. Et parfois, tu peux allier les deux, beauté et douleur. Et là, ça devient juste sublime. Non, j'ai encore trop, puis j'ai beaucoup de colère en moi. Oui. Elle envahit tout, elle défonce tout ce qu'il y a autour, même ce que t'aimes le plus d'ailleurs. C'est mal barré pour que j'écrive quelque chose de plus gai. On verra dans une trentaine d'années. On verra. Alors, j'espère qu'on sera là encore. Tu as dit tout à l'heure, quand on discutait, artiste, je sais pas ce que c'est, j'aime pas trop ce mot. Tu te considères comment si tu n'es pas artiste? Comme un artisan. Un artisan. Je sais pas pour jouer sur les mots. Hein. Oui, non, mais les mots ont une signification, ils sont importants. Bien sûr. Et non, un artisan, c'est quelqu'un qui bricole, tu vois, qui fait des choses avec ce qu'il a. Artiste, c'est moi qui le... Tu sais, c'est un peu comme... En ce moment, tous les mots sont galvaudés, enfin, je trouve. J'ai rencontré beaucoup de gens qui se disent poète. Alors là, on est encore dans autre chose. Je veux dire, la poésie, qui est pour moi l'art le plus suprême qui existe au monde,
quand tu te dis poète, pour moi, c'est que tu te compares à des Sully Prudhomme, à des Baudelaire. Tu te dis, ok, moi je lis Les Fleurs du Mal, je me dis, je peux batailler avec ça. Bon, si c'est le cas, ben, bravo, vraiment bravo et chapeau bas. Mais il faut y aller, quoi. Et quand tu dis artiste, alors pour moi, justement, je parlais de Brel, ben voilà, faut batailler avec Brel, quoi. Moi, même pas, j'essaye, tu vois. Donc, non, j'aime bien le mot artisan, parce que je trouve qu'un artisan, il a plein de choses à faire, tu vois. Il a sa petite boutique, il fait son petit truc, il avance, il a ses clients qui arrivent, il fait des choses. Quand tu es artiste, c'est que, ou t'as atteint le nirvana, chose que tu atteins rarement, ou que tu es mort. Voilà, ça, c'est là, bon, plus donc, comme toi, tu es bien vivant, tu es donc un artisan rocker. Oui, c'est bien dire, j'aime bien. Okay. Je prends. Quelle relation tu as avec ton public? J'ai beaucoup de chance, j'ai une relation qui est très 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 proche, via les réseaux sociaux, bon, j'ai mes newsletters, etc. J'ai une relation très proche parce qu'en fait, moi, c'est la relation que je cherchais. Quand j'étais môme, j'écoutais beaucoup d'artistes qui arrivaient à mettre des mots sur les douleurs. Quand je suis tombé dans l'alcool, vers les 20 piges, j'ai découvert Miossec, par exemple, dont j'ai absolument tous les albums, et je me disais, c'est dingue, ce mec-là, quand j'écoutais l'album Boire, je me suis dit, il trouve vraiment des mots, ce que je ressens, c'est incroyable. J'aimais, j'avais l'impression d'avoir des potes, tu vois. Quand je voyais des mecs comme Kanta ou ça sur scène, ok, j'ai un pote, tu vois, et je suis content de retrouver mon pote. Et j'ai besoin de cette relation-là, j'ai envie surtout cette relation-là, et c'est ce qu'on a. Alors parfois même, ça fait des échanges qui sont vachement riches et qui sont très très parfois originaux, des gens qui voient des trucs dans tes chansons auxquels toi t'aurais même pas pensé, tu vois. Oui. Et tu dis, c'est pas mal, c'est vrai qu'une chanson depuis la fête, elle appartient plus, elle n'est pas à droite, à gauche. Et ce rapport, surtout là maintenant avec les réseaux, etc., devient encore plus privilégié, plus précieux, plus beau, plus sincère aussi, hein, parce que les mecs, quand ils veulent te dire je t'emmerde, ils le disent, quoi. Mais moi, voilà, moi, c'est cash, quoi. Ouais. Et voilà, donc c'est un rapport ça me prend pas mal de temps. Oui. Mais c'est aussi beaucoup de bonheur. Voilà. Ça te prend pas mal de temps parce que tu réponds personnellement quand il te laisse un message ou un petit j'aime. Oui, sauf si je comprends pas le message, quoi. Parfois, il y a des trucs que je comprends vraiment pas, mais sérieusement. Hein. Oui, ça peut. Mais sinon, non, mais oui. C'est déjà arrivé qu'on me fasse des remarques, en me disant, tu vois, ça, par exemple, ça, je l'aurais pas dit, ou ça, pas trop, etc. Ça m'est pas beaucoup arrivé après la sortie du titre, comme on imagine, par exemple. Où là, alors là, c'est cool, parce que ce titre m'a valu pas mal d'insultes, mais ne sont pas venus. Et ceux qui ont aimé, par contre, mais c'est dingue. Ils sont venus parfois, certains en disant, ouais, la vache, c'est courageux. C'est parce qu'il y a courageux de dire que t'es un chanteur. Alors, pour les auditeurs qui sont peut-être pas au courant, parce qu'il y en a beaucoup qui vont t'écouter, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux parler justement, expliquer un peu cette polémique autour de ce titre? Oui, comme on l'imagine, c'est une chanson que j'ai écrite en 2018, au moment où mon premier album de Anthropophagie sortait. Et c'est au moment où il y a eu cette grosse polémique, ce gros matraquage médiatique par rapport à Bertrand Cantat. Et donc, annulation, censure, etc. Enfin, voilà, harcèlement médiatique, tout ce que tu veux. Ça m'a vraiment rendu extrêmement triste. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne va pas le voir. On le voit peut-être. Quand on le censure par la force, ça devient du fascisme. Et puis là, c'était juste énorme. Donc voilà, ça m'a attristé. Donc j'ai écrit cette chanson à la base, juste en enregistrant en live, tu vois. Bon, et puis ça a fait un boom. Non, donc la plupart, 3 quarts, 90% des gens ont aimé. Puis il y a eu 10% de personnes vraiment qui sont. Là, c'était des insultes, mais fortes. Hein. Des insultes vraiment violentes, voire même quelques menaces, etc. Donc forcément, je me suis dit, ok, moi, à mon prochain album, je la mets dessus, quoi. Je vis dans une présente, si je peux taquiner du crétin, il n'y a pas de problème. Je veux dire, moi, ça. Donc voilà, et c'était par rapport à ça. Et puis, ça m'est arrivé pendant cette polémique, puis les gens viennent me parler de cette chanson en particulier à la fin des concerts, tout simplement.
Est-ce que, on va passer sur une question un petit peu plus légère, est-ce que tu te souviens de quelque chose de marquant, Ah étrange oui, oui. pendant un concert? Ah oui, oui. Ah bah, ce qui m'est arrivé de plus étrange, c'était il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus même. Je jouais au Gibus. Oui, Et figure-toi, c'est un concert, c'était l'époque où j'étais buveur, plus de 10 ans. Enfin non, ça va faire 10 ans, pardon, ça fait 10 ans. Mais donc là, c'était une ans à peu près où je suis quand même monté sur scène. J'étais tellement bourré, il y a un stade hallucinant que pour moi, le but, c'était de pouvoir arriver là, au micro, sans me casser la gueule. Donc je visais le micro, quoi. Tu vois, c'était une horreur. Ah la vache, c'est grave de ma vie, fallait y aller, quoi. Et donc j'ai réussi à y aller. Je sais pas comment. Je me suis agrippé, comme tu t'agrippes à ta vie, et j'ai juste dit bonjour au public, en essayant de pas trop balbutier. Le reste, c'est un gros trou noir. oui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais à mon avis, c'était pas glorieux. Et ça, donc il y a du après ça, j'étais SDF, etc. Donc ça c'est encore moins glorieux. D'accord. Donc ce concert presque raté, enfin avec une entrée Ah très, oui, tu vois, même pas presque. Là, non, quand t'es à ce niveau-là, oui. et très marquant. Ben oui, tu m'étonnes. Mais et en contrepartie, est-ce que tu as justement aussi un concert qui a été juste formidable et merveilleux dont tu te souviens? Oh, mais ouais, mais là, pratiquement tous. Ouais. Enfin, ouais, mais vraiment, je veux dire, j'aimerais te dire celui-là plus qu'un autre. Je peux pas. Il y a eu des premières parties qui étaient vraiment fabuleuses, comme TT, comme Grace, No One. C'était énorme. Mais il y a eu aussi des trucs dans des tout petits lieux Ouais. où on jouait devant. Ouais, il y avait 40 personnes, quoi. Et c'était fabuleux. Et on s'est tapé des barres de rire parce que là, vraiment, il y a une interaction qui est juste énorme. En fait, moi, je me fais toujours à croire pas à croire, à dire que le meilleur concert, c'est le concert à venir. Tu vois? En fait, à part la grosse période de ma vie où j'étais tellement défoncé que je tenais même pas debout, le reste, j'ai vraiment que des bons souvenirs sur scène. La scène, c'est extraordinaire. J'aurais du mal à extraire un concert des autres. Enfin, Mhm. Dans les bacs des magasins, puisqu'il y en a encore, des magasins de musique, et sur les plateformes numériques, on est obligé de classer les musiciens dans un style musical. Est-ce que tu préfères te retrouver au rayon chanson ou au rayon rock, et pourquoi? rock, indéniablement. Oui. Pourquoi? Le fait de rock. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas négociable, c'est du rock, c'est ça? C'est saturé quand même ce qu'on fait. À part le titre justement comme on imagine, qui est le seul titre acoustique de l'album, sinon c'est saturé, ça envoie. J'adore le gros son. Oui. Moi je viens vraiment de l'école Noir Désir, Sade, etc. Donc j'adore quand ça envoie, donc oui, indéniablement, c'est rock, quoi. Rock, C'est sans rock. concession. À la fin de chaque interview, je propose d'écouter une chanson de l'artiste, quand c'est un artiste musicien. Pardon, de l'artisan pour cette fois. Et donc tu as choisi justement que l'on écoute, que l'on te découvre à travers la chanson qui apparaît dans ton dernier album, Reptile, comme on l'imagine. C'est bien celle-là? Ouais, comme on l'imagine, ouais. Eh ben, c'est parti, on écoute. C'est tellement pratique le scandale à coups de clics, partisan du moindre effort. Tellement ludique, aucun esprit critique, juste une colère qui dévore. La chaleur d'une absence, ton étoile au loin, aura-t-elle l'impudence au croisé des chemins, au détour d'une route, sous un ciel brûlant, ou aimer sans doute, et des plus imprudents, comme elle vient, comme elle part, et comme on l'imagine. Comme elle vient, comme elle part, et comme on l'imagine. Si le
vent portera nos vœux de rédemption à ces gens sans émoi d'en comprendre les leçons. Jane Addams par malheur ne laisse nul créneau au lobby des tracteurs féministes sans cerveau. Salut à toi poète, longue vie à tes désirs, au noir de ta révolte et à tous les martyrs, au baiser profond d'une lente agonie, une âme sans concession arrachée à son cri, comme elle vient, comme elle part et comme on l'imagine. Comme elle vient, comme elle part et comme on l'imagine. Ici Paris à l'arrière des taxis, une dernière course vers l'abandon. La chaleur tu le sens, s'étend dans la ville, juste besoin d'une impulsion. Aux amants fatigués, chandelle du doute, serment épuisé à chercher une route sous un ciel barbelé d'une pluie acide, debout à contempler un désert de regards vides. Comme elle vient, comme elle part et comme on l'imagine. Comme elle vient, comme elle part et comme on l'imagine. Comme elle vient, comme elle part et comme on l'imagine. Vous retrouverez dans la description de ce podcast tous les liens pour retrouver Atala sur ses réseaux sociaux. Maintenant, place à Marion Lornier, fondatrice de Théâtre en 1001 lieux. Cette fois-ci, Marion nous dit tout, ou presque, sur la vie de Georges Feydeau. Un peu rock sur les bords, moi je trouve. La vie secrète de Georges Feydeau. En 1886, Tailleur pour Dames triomphe et marque le début de l'incroyable carrière d'un certain Georges Feydeau. Feydeau, cet auteur qui n'a jamais quitté la scène parisienne. Combien de pièces se jouent encore aujourd'hui à Paris ou ailleurs? Mais au-delà du rire, de la critique sociétale au vitriol, que sait-on véritablement de Georges Feydeau? Qui est celui qui a conquis le tout Paris et qu'on appelait l'empereur des boulevards? Derrière le dramaturge à succès, on devine un clown blanc, parfois triste, excessif, noceur, joueur, grandiloquent, et pourtant si seul. Un homme blessé, hanté par ses démons et son incommensurable besoin de reconnaissance. Georges Feydeau naît en 1862. Il est le fils de l'écrivain Ernest Feydeau et de Léocadie. Mais sa mère lui aurait révélé qu'il était en réalité le fils de Napoléon III. D'autres sources indiquent qu'il serait le fils du demi-frère de l'empereur, rumeur que confirmera Georges Feydeau en 1919. Mais au vu de son état, ces révélations sont à prendre avec des pincettes. Le premier drame de la vie de Georges Feydeau sera lié à son père. En effet, en 1869, Georges perd son insouciance lorsque son père devient hémiplégique. Il néglige alors ses études pour se consacrer au théâtre, encouragé par son père. Mais ce dernier meurt en 1873, alors que Georges n'a que 11 ans. Sa mère se remarie alors avec Henri Fouquier. Devenu jeune homme, Feydeau tente en vain une carrière d'acteur, jouant notamment dans la compagnie Le Cercle des Castagnettes, qu'il a fondée. Mais face à son manque de succès, il se tourne alors vers l'écriture. Sa première pièce, nommée Par la fenêtre, est jouée pour la première fois en 1882, alors qu'il n'a que 19 ans. Et elle rencontre le succès. Sa première grande pièce en 3 actes, Tailleur pour Dames, est fort bien accueillie en 1886 au Théâtre de la Renaissance, lui valant même les encouragements de Labiche. En parallèle, il trouve le bonheur auprès de Marianne Carolus-Durand, fille du peintre Carolus-Durand, avec lequel il se marie. Mais Feydeau va connaître une période difficile, qui va faire ressurgir ses démons et addictions. Ses œuvres suivantes reçoivent un accueil tiède, et il tente en vain de trouver l'inspiration dans la vie nocturne de la capitale, notamment chez Maxime, où il perd beaucoup d'argent, prend de la cocaïne dans l'espoir de stimuler ses facultés créatrices,
et trompe son épouse avec des femmes et de jeunes travestis. L'inspiration revient. Le succès retentissant des pièces Monsieur Chasse, Chapignol malgré lui et le système Ribadier lui valent même le titre de roi du vaudeville. Feydeau enchaîne les réussites avec ses pièces comme L'Hôtel du Libre-Échange, ou Un fil à la patte, ou La Dame de chez Maxime, ou bien La Mapasse, ou encore Occupe-toi d'Amélie. Mais sa vie personnelle glisse dans un abysse sans fond. En septembre 1909, après une énième et violente dispute avec son épouse Marianne, qui a pris un amant à la suite des nombreuses infidélités de son mari, il quitte le domicile conjugal. Cette séparation aboutira sur un divorce en février 1916. Et prétextant les embarras d'un déménagement, Feydeau s'installe pour quelques jours dans un palace tout proche de la gare Saint-Lazare, le Grand Hôtel Terminus. Ce lieu deviendra son domicile pour une dizaine d'années, et il continue à fréquenter le monde de la nuit parisienne. Mais son addiction aux drogues, son besoin incompressible de reconnaissance et sa santé mentale se dégradant chaque jour un peu plus, obligeront ses amis Yvonne Printemps et Sacha Guitry à le faire interner pour des troubles psychiques dus à la syphilis qu'il a contractée par le biais d'une jeune travestie. Durant un séjour de 2 ans au sanatorium, et soigné par le docteur Bourg, Feydeau est atteint tour à tour de surmenage, de délire, de mégalomanie, de paranoïa. Il est soigné avec les moyens de l'époque, douche froide, bromure, sédative. La chambre de sa fenêtre est grillagée pour éviter un suicide. Il meurt dans la folie le 5 juin 1921, à l'âge de 58 ans. Si les drames de sa vie personnelle sont aujourd'hui peu connus du public, ses pièces, elles, continuent de nous faire rire. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur la vie secrète de Georges Feydeau. Et bien voilà, c'est terminé pour ce 2e épisode de la 2e saison. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le liker, de le commenter, de le partager, de le faire connaître à toutes les personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées. La prochaine fois, on se retrouve dans 15 jours et si tout va bien sur notre programmation, on devrait vous parler de personnes importantes, de claquettes et d'expressions théâtrales. Allez, on referme la porte des coulisses.